Chapitre 3 du livre premier de Notre-Dame de Paris. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Livre premier, chapitre 3. Monsieur le cardinal. Pauvre Gringoire! Le fracas de tous les gros doubles pétards de la Saint-Jean, la décharge de 20 arquebuses à croc, la détonation de cette fameuse serpentine de la tour de Billy, qui, lors du siège de Paris, le dimanche 29 septembre 1465, tua 7 bourguignons d'un coup, l'explosion de toute la poudre à canon emmagasinée à la porte du Temple lui eut moins rudement déchiré les oreilles, en ce moment solennel et dramatique, que ce peu de paroles tombées de la bouche d'un huissier. Son éminence, monseigneur le cardinal de Bourbon. Ce n'est pas que Pierre Gringoire craignît monsieur le cardinal ou le dédaignât. Il n'avait ni cette faiblesse ni cette outrecuidance. Véritable éclectique, comme on dirait aujourd'hui, Gringoire était de ces esprits élevés et fermes, modérés et calmes, qui savent toujours se tenir au milieu de tout, stare indimidio rerum, et qui sont pleins de raison et de libérale philosophie, tout en faisant état de cardinaux. Race précieuse et jamais interrompue de philosophes auxquels la sagesse, comme une autre Ariane, semble avoir donné une pelote de fils qu'ils s'en vont dévidant depuis le commencement du monde à travers le labyrinthe des choses humaines. On les retrouve dans tous les temps, toujours les mêmes, c'est-à-dire toujours selon tous les temps. Et sans compter notre Pierre Gringoire, qui les représenterait au XVe siècle si nous parvenions à lui rendre l'illustration qu'il mérite, certainement c'est leur esprit qui animait le père Dubreuil, lorsqu'il écrivait dans le XVIe ces paroles naïvement sublimes, dignes de tous les siècles. « Je suis parisien de nation et parisien de parler, puisque parisia, en grec, signifie liberté de parler, de laquelle j'ai usé même envers mes seigneurs les cardinaux, oncles et frères de monseigneur le prince de Conti, toutefois avec respect de leur grandeur et sans offenser personne de leur suite, qui est beaucoup. » Il n'y avait donc ni haine du cardinal, ni dédain de sa présence, dans l'impression désagréable qu'elle fit à Pierre Gringoire. Bien au contraire, notre poète avait trop de bon sens et une souquenille trop râpée pour ne pas attacher un prix particulier à ce que mainte allusion de son prologue, et en particulier la glorification du dauphin fils du lion de France, fut recueillie par une oreille éminentissime. Mais ce n'est pas l'intérêt qui domine dans la noble nature des poètes. Je suppose que l'entité du poète soit représentée par le nombre 10. Il est certain qu'un chimiste, en l'analysant et pharmacopolisant, comme dit Rabelais, la trouverait composée d'une partie d'intérêt contre 9 parties d'amour-propre. Or, au moment où la porte s'était ouverte pour le cardinal, les 9 parties d'amour-propre de Gringoire, gonflées et tuméfiées au souffle de l'admiration populaire, étaient dans un état d'accroissement prodigieux, sous lequel disparaissait comme étouffée cette imperceptible molécule d'intérêt que nous distinguions tout à l'heure dans la constitution des poètes. Ingrédient précieux du reste, lest de réalité et d'humanité sans lequel il ne toucherait pas la terre. Gringoire jouissait de sentir, de voir, de palper pour ainsi dire une assemblée entière, de Marot il est vrai, mais qu'importe stupéfié, pétrifié, et comme asphyxié devant les incommensurables tirades qui surgissaient à chaque instant de toutes les parties de son épithalame. J'affirme qu'il partageait lui-même la béatitude générale, et qu'au rebours de La Fontaine, qui, à la représentation de sa comédie du Florentin, demandait « Quel est le malotru qui a fait cette rhapsodie ?» Gringoire eût volontiers demandé à son voisin « De qui est ce chef-d'œuvre ?» On peut juger maintenant quel effet produisit sur lui la brusque et intempestive survenue du cardinal. Ce qu'il pouvait craindre ne se réalisa que trop. L'entrée de son éminence bouleversa l'auditoire. Toutes les têtes se tournèrent vers l'estrade. Ce fut à ne plus s'entendre.
Le cardinal répétèrent toutes les bouches. Le malheureux prologue resta court une seconde fois. Le cardinal s'arrêta un moment sur le seuil de l'estrade. Tandis qu'il promenait un regard assez indifférent sur l'auditoire, le tumulte redoublait. Chacun voulait le mieux voir. C'était à qui mettrait sa tête sur les épaules de son voisin. C'était en effet un haut personnage, et dont le spectacle valait bien toute autre comédie. Charles cardinal de Bourbon, archevêque et comte de Lyon, primat des Gaules, était à la fois allié à Louis XI par son frère Pierre, seigneur de Beaujeu, qui avait épousé la fille aînée du roi, et allié à Charles le Téméraire par sa mère Agnès de Bourgogne. Or, le trait dominant, le trait caractéristique et distinctif du caractère du primat des Gaules, c'était l'esprit de courtisan et la dévotion aux puissances. On peut juger des embarras sans nombre que lui avait valu cette double parenté, et de tous les écueils temporels entre lesquels sa barque spirituelle avait dû louvoyer pour ne se briser ni à Louis ni à Charles, cette Charybde et cette Scia, qui avait dévoré le duc de Nemours et le connétable de Saint-Pol. Grâce au ciel, il s'était assez bien tiré de la traversée, et était arrivé à Rome sans encombre. Mais, quoiqu'il fût au port, et précisément parce qu'il était au port, il ne se rappelait jamais sans inquiétude les chances diverses de sa vie politique, si longtemps alarmée et laborieuse. Aussi avait-il coutume de dire que l'année 1476 avait été pour lui noire et blanche, entendant par là qu'il avait perdu dans cette même année sa mère, la duchesse de Bourbonnais, et son cousin, le duc de Bourgogne, et qu'un deuil l'avait consolé de l'autre. Du reste, c'était un bon homme. Il menait joyeuse vie de cardinal, s'égayait volontiers avec du cru royal de Chaliot, ne haïssait pas Richard la Garmoise et Thomas la Saillarde, faisait l'aumône aux jolies filles plutôt qu'aux vieilles femmes, et pour toutes ces raisons était fort agréable aux populaires de Paris. Il ne marchait qu'entouré d'une petite cour d'évêques et d'abbés de haute lignée, galants, grivois et faisant ripaille au besoin, et plus d'une fois les braves dévotes de Saint-Germain d'Auxerre, en passant le soir sous les fenêtres illuminées du logis de Bourbon, avaient été scandalisés d'entendre les mêmes voix qui leur avaient chanté vêpres dans la journée, psalmodier au bruit des vers le proverbe bachique de Benoît XII, ce pape qui avait ajouté une troisième couronne à la tiare, bibamus papaliter. Note, buvons papalement. Fin de note. Ce fut sans doute cette popularité, acquise à si juste titre, qui le préserva, à son entrée, de tout mauvais accueil de la part de la cohue, si mécontente le moment d'auparavant, et fort peu disposée au respect d'un cardinal le jour même où elle allait élire un pape. Mais les Parisiens ont peu de rancune, et puis, en faisant commencer la représentation d'autorité, les bons bourgeois l'avaient emporté sur le cardinal, et ce triomphe leur suffisait. D'ailleurs, monsieur le cardinal de Bourbon était bel homme. Il avait une fort belle robe rouge qu'il portait fort bien. C'est dire qu'il avait pour lui toutes les femmes, et par conséquent la meilleure moitié de l'auditoire. Certainement, il y aurait injustice et mauvais goût à huer un cardinal pour s'être fait attendre au spectacle, lorsqu'il est bel homme et qu'il porte bien sa robe rouge. Il entra donc, salua l'assistance avec ce sourire héréditaire de grand pour le peuple, et se dirigea à pas lents vers son fauteuil de velours écarlate, en ayant l'air de songer à toute autre chose. Son cortège, ce que nous appellerions aujourd'hui son état-major d'évêques et d'abbés, fit irruption à sa suite dans l'estrade, non sans redoublement de tumulte et de curiosité au parterre. C'était à qui se les montrerait, se les nommerait, à qui en connaîtrait au moins un, qui monsieur l'évêque de Marseille, à Laudet, si j'ai bonne mémoire, qui le primicier de Saint-Denis, qui Robert de l'Espinasse, abbé de Saint-Germain-des-Prés, ce frère libertin d'une maîtresse de Louis XI, le tout avec force méprise et cacophonie. Quant aux écoliers, ils juraient. C'était leur jour.
leur fête des fous, leur Saturnale, l'orgie annuelle de la basoche et de l'école. Pas de turpitude qui ne fût de droit ce jour-là et chose sacrée. Et puis il y avait de folles commères dans la foule. Simone 4 livres, Agnès la Gadine, Robine Pied-debout. N'était-ce pas le moins qu'on pût jurer à son aise et maugréer un peu le nom de Dieu, un si beau jour, en si bonne compagnie de gens d'église et de filles de joie? Aussi ne s'en faisait-il faute, et, au milieu du brouhaha, c'était un effrayant charivari de blasphème et d'énormité que celui de toutes ces langues échappées, langues de clercs et d'écoliers contenues le reste de l'année par la crainte du fer chaud de Saint-Louis. Pauvre Saint-Louis! Quelle nargue il lui faisait dans son propre palais de justice! Chacun d'eux, dans les nouveaux venus de l'estrade, avait pris à partie une soutane noire, ou grise, ou blanche, ou violette. Quant à Joannes Frollo de Malandino, en sa qualité de frère d'un archidiacre, c'était à la rouge qu'il s'était hardiment attaqué, et il chantait à tue-tête, en fixant ses yeux effrontés sur le cardinal, « Capa repleta mero » note « Cape pleine de vin ». Fin de note. Tous ces détails, que nous mettons ici à nu pour l'édification du lecteur, étaient tellement couverts par la rumeur générale qu'ils s'y effaçaient avant d'arriver jusqu'à l'estrade réservée. D'ailleurs, le cardinal s'en fut peu ému, tant les libertés de ce jour-là étaient dans les mœurs. Il avait du reste, et sa mine en était toute préoccupée, un autre souci qui le suivait de près et qui entra presque en même temps que lui dans l'estrade. C'était l'ambassade de Flandre. Non qu'il fût profond politique, et qu'il se fît une affaire des suites possibles du mariage de madame sa cousine Marguerite de Bourgogne avec monsieur son cousin Charles, dauphin de Vienne. Combien durerait la bonne intelligence plâtrée du duc d'Autriche et du roi de France? Comment le roi d'Angleterre prendrait ce dédain de sa fille, cela l'inquiétait peu, et il fêtait chaque soir le vin du cru royal de Chaillot, sans se douter que quelques flacons de ce même vin, un peu revu et corrigé, il est vrai, par le médecin Coïssier, cordialement offert à Édouard IV par Louis XI, débarrasserait un beau matin Louis XI d'Édouard IV. La moult honorée ambassade de monsieur le duc d'Autriche n'apportait au cardinal aucun de ses soucis, mais elle l'importunait par un autre côté. Il était en effet un peu dur, et nous en avons déjà dit un mot à la 2e page de ce livre, d'être obligé de faire fête et bon accueil, lui, Charles de Bourbon, à je ne sais quel bourgeois, lui, cardinal, à des échevins, lui, français joyeux convive, à des flamands buveurs de bière, et cela en public. C'était là, certes, une des plus fastidieuses grimaces qu'il eût jamais faites pour le bon plaisir du roi. Il se tourna donc vers la porte, et de la meilleure grâce du monde, tant il s'y étudiait, quand l'huissier annonça d'une voix sonore « Messieurs les envoyés de monsieur le duc d'Autriche ». Il est inutile de dire que la salle entière en fit autant. Alors arrivèrent, 2 par 2, avec une gravité qui faisait contraste au milieu du pétulant cortège ecclésiastique de Charles de Bourbon, les 48 ambassadeurs de Maximilien d'Autriche, ayant en tête révérend père en Dieu, Jehan abbé de Saint-Bertin, chancelier de la Toison d'Or, et Jacques de Goy, sieur d'Auby, haut bailli de Gand. Il se fit dans l'assemblée un grand silence accompagné de rires étouffés pour écouter tous les noms saugrenus et toutes les qualifications bourgeoises que chacun de ces personnages transmettait imperturbablement à l'huissier, qui jetait ensuite noms et qualités pêle-mêle et tout estropiés à travers la foule. C'était maître Loi Roloff, échevin de la ville de Louvain, messire Clé d'Étuelde, échevin de Bruxelles, messire Paul de Baust, sieur de Voirmizelle, président de Flandre, maître Jean Colléjean, bourgmestre de la ville d'Anvers, maître Georges de la Meure, premier échevin de la Cuers de la ville de Gand, maître Geldof van der Hague, premier échevin des Parchons de la dite ville, et le sieur de Bierbecque et Jehan Pinnock,
et Jehan Diamerzel, etc., 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 baillis, échevins, bourgmestres, échevins, baillis, tous roides, gourmets, empesés, endimanchés de velours et de damas, encapuchonnés de cramignoles, de velours, noirs à grosses houppes de fil d'or de Chypre, bonnes têtes flamandes après tout, figures dignes et sévères, de la famille de celles que Rembrandt fait saillir si fortes et si graves sur le fond noir de sa ronde de nuit. Personnages qui portaient tous écrit sur le front que Maximilien d'Autriche avait eu raison de se confier à plein, comme disait son manifeste, en leur sens, vaillance, expérience, loyauté et bonne prud'homie. Un excepté pourtant. C'était un visage fin, intelligent, rusé, une espèce de museau de singe et de diplomate, au-devant duquel le cardinal fit 3 pas et une profonde révérence, et qui ne s'appelait pourtant que Guillaume Rym, conseiller et pensionnaire de la ville de Gand. Peu de personnes savaient alors ce que c'était que Guillaume Rym, rare génie qui, dans un temps de révolution, eût paru avec éclat à la surface des événements, mais qui, au XVe siècle, était réduit aux caverneuses intrigues et à vivre dans les sapes, comme dit le duc de Saint-Simon. Du reste, il était apprécié du premier sapeur de l'Europe. Il machinait familièrement avec Louis XI et mettait souvent la main aux secrètes besognes du roi. Toute chose fort ignorée de cette foule qu'émerveillaient les politesses du cardinal à cette chétive figure de bailli flamand. Fin du chapitre 3 du livre premier. Si la chaîne et son contenu vous plaisent, abonnez-vous sur YouTube en cliquant sur le bouton rouge.